Jean-Pascal Van Ypersel, bonjour. Vous êtes Bonjour. professeur à l'Université de Louvain, climatologue, et on vous a parfois surnommé le pape du climat. Vous avez été très actif dans la grande conférence de Paris, la COP21, qui a débouché sur un accord mondial en matière climatique. Et maintenant, vous venez d'être désigné comme expert des Nations Unies pour travailler sur le développement durable. Alors, au bar de l'Europe, on a décidé de faire un petit test pour mesurer vos compétences. D'un côté, des crevettes toutes fraîches pêchées à Ostende, à 100 km d'ici, décortiquées sur place. Et puis une barquette de crevettes pêchées à Ostende également, mais congelées pour être épluchées au Maroc et renvoyées en Belgique. Qu'est-ce qui est durable et pas durable ? Difficile de répondre à une question comme celle-là parce que c'est vrai que les crevettes qui ont beaucoup voyagé et qui ont probablement perdu une partie de leur fraîcheur au passage sont probablement un petit peu moins bonnes et ont impacté l'environnement significativement plus que celles qui ont voyagé moins. Mais par ailleurs, le développement durable, c'est aussi avoir de l'emploi, des emplois décents partout, y compris au Maroc. Donc il faut trouver un équilibre entre la nécessité d'avoir du travail dans tous les pays du monde et la nécessité de protéger l'environnement. Et donc, c'est pas évident. Je crois que je préférais les crevettes qui ont été pêchées à Ostende et traitées à Ostende. Mais il faut aussi trouver une solution pour que tous les Marocains aient du travail. Mais avec l'industrialisation des aliments, c'est vrai que les produits que nous consommons font de plus en plus de kilomètres. Oui, et aussi parce que le coût des transports est objectivement trop faible. Il y a particulièrement pour le transport international aucune taxe sur les carburants qui sont utilisés par l'aviation et aucune taxe sur les carburants utilisés par la navigation, par les grands bateaux qui ont probablement transporté ces crevettes dans des bateaux frigorifiques. Et donc forcément, les transports à longue distance se passent trop facilement. Et donc si les transports payaient le vrai prix, y compris le prix pour l'environnement que représente l'énergie qui est nécessaire pour ces transports, mais probablement qu'il y aurait un petit peu moins de crevettes qui ont fait tant de milliers de kilomètres et un petit peu plus des autres crevettes qui sont sans doute aussi meilleures. Alors, vous venez d'être désigné expert des Nations Unies pour le développement durable. Vous allez faire partie d'un comité de 15 experts, je pense. Vous allez travailler sur quoi exactement ? Alors, le but, c'est de faire un rapport qui doit être prêt pour 2019 sur l'état d'avancement, les progrès autour des 17 objectifs de développement durable. Et chacune des couleurs ici représente un objectif de développement durable. Le premier, adopté donc en septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies, c'est l'éradication de la pauvreté, mais il y a des objectifs aussi diversifiés qu'arriver à l'égalité homme-femme, protéger le climat, avoir un accès à l'eau potable pour tout le monde et toute une série d'autres objectifs qui sont très ambitieux et qui devraient être obtenus, atteints en 2030. Et le rapport doit aider les gouvernements du monde entier à savoir ce qui marche, ce qui a marché ici, ce qui n'a pas marché là, de manière à ce que tout le monde puisse progresser plus vite et mieux vers ces objectifs. Mais c'est un catalogue de bonnes intentions. Ce ne sera pas seulement un catalogue de bonnes intentions. On pourrait dire que les objectifs sont un catalogue de bonnes intentions dans une certaine mesure, mais le rapport va aller sur le terrain, va partir de la littérature, partir des statistiques et de ce qui se passe vraiment sur le terrain pour voir ce qui marche, ce qui aide à la progression vers la mise en œuvre de ces objectifs. Donc on va essayer d'être le plus concret possible. Alors on va vous montrer une photo que vous allez commenter. Il s'agit en fait d'un tweet. Un tweet de Donald Trump qui laisse entendre, et même plus, que le réchauffement climatique, c'est une invention des Chinois pour saboter l'économie américaine. Il vous fait peur, Donald Trump ? Vous vous dites que là, on est mal parti pour lutter contre le réchauffement avec un tel président des États-Unis ? Vous savez, aujourd'hui, aux États-Unis, puisqu'on parle des États-Unis, il y a 300 000 emplois dans le domaine des énergies renouvelables. Il en reste 65 000 dans l'extraction du charbon. Donc l'avenir est du côté des énergies renouvelables. Je crois que le président Trump devra s'en rendre compte. Mais quand il dit qu'il veut réhabiliter le charbon...
Je dis c'est une voie sans issue. Pour des raisons de santé publique, la pollution de l'air, la protection du climat, mais aussi parce que le reste de l'économie mondiale, en dehors des États-Unis, est en train d'aller vers cette transition énergétique qui implique beaucoup moins d'usage de combustibles fossiles. Même l'Arabie saoudite est en train de passer progressivement aux énergies renouvelables. Donc si le président Trump veut que les États-Unis soient le dernier pays où on promeut le charbon, eh bien, tant pis pour lui, mais le reste du monde bouge dans une autre direction. Je crois qu'il va devoir s'en rendre compte. Mais est-ce que l'accord sur le climat qui a été signé à Paris, est-ce qu'il risque de tomber à l'eau si les Américains ne jouent pas le jeu? Non, je ne pense pas. Et je pense que un des résultats clés de la COP22 qui s'est tenue à Marrakech à l'automne dernier, c'est justement que l'ensemble du monde, juste après l'annonce de l'élection de M. Trump, s'est resserré autour des objectifs de l'accord de Paris, disant nous allons mettre en œuvre cet accord de Paris, quelles que soient les décisions prises ou pas prises par les États-Unis au niveau fédéral. Y compris les Chinois? Y compris les Chinois, et c'est très important. Autre grand pollueur de la planète. Quand les Chinois, qui sont une grande économie et une grande source de pollution, décident d'aller dans une direction, ben, ils y vont avec toute l'intensité dont ils sont capables. Et ils ont dit, nous allons mettre en œuvre Paris, l'accord de Paris, c'est très important pour nous, c'est important pour le reste du monde, c'est important pour nos alliés dans les pays en développement. Et donc, tout le monde va dans cette direction-là. Donc les États-Unis vont peut-être rejoindre ce mouvement-là aussi. D'ailleurs, le secrétaire d'État présumé, Tillerson, n'a pas dit autre chose dans ses auditions ces derniers jours. Et nous sommes au Parlement européen. L'Europe, bon élève ou mauvais élève en cette matière climatique? On ne sait plus très bien. Mais plutôt bon élève, mais même un bon élève peut aller plus loin, peut progresser. Hein. S'il a une distinction, il peut essayer d'avoir une grande distinction et l'Europe pourrait faire bien plus que ce qu'elle ne fait aujourd'hui, mais elle est plutôt dans les bons élèves malgré tout. Mais on a l'impression qu'on n'est pas encore vraiment dans la transition énergétique. On roule toujours au diesel, il y a toujours des mines de charbon en Europe. Oui, c'est vrai qu'il y a encore une marge de manœuvre importante, notamment dans le domaine des transports et de la disparition nécessaire des anciennes sources de combustibles fossiles, notamment le charbon dans les pays de l'Est de l'Europe. Il y a encore beaucoup de travail et vu que l'accord de Paris est quelque part plus ambitieux, puisque l'objectif c'est maintenant d'arriver à stabiliser la température en dessous de 1,5 degré de réchauffement et non plus 2 degrés qui était l'objectif précédent. Donc il faut aller plus loin que ce que l'Europe avait déjà pris comme mesure. Donc il y a de la marge de manœuvre pour aller plus loin. Alors, une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Un dîner avec Donald Trump ou avec Angelina Jolie? Mais écoutez, moi j'aime les défis, donc un dîner avec Donald Trump et je serais très heureux de converser avec lui et d'essayer de le convaincre. Première question que vous lui poseriez? Est-ce qu'il se souvient de la lettre ouverte qu'il a écrite en octobre 2009 dans le New York Times sur une page entière avec 50 autres grands chefs d'entreprise américains et 4 de ses enfants, demandant au président Obama qui allait partir à Copenhague, à la conférence de Copenhague, 2009. De prendre des mesures plus ambitieuses pour protéger le climat parce que c'était bon pour son business. Est-ce qu'il se souvient de cette lettre-là? Et au fond, qu'est-ce qui a changé depuis ce moment-là? Ça, c'était 2009. Donc, je crois qu'il faut discuter avec lui. Jean-Pascal Van Ypersel, merci d'être venu au bar de l'Europe et on va se jeter sur ces crevettes fraîches quand même. Hein. Absolument. Voilà. Absolument.